Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais la salie, jugée sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent. Et oui, mon fils, ma bataille. Dans cette chanson, Daniel Balavoine parle de la lutte d'un père pour obtenir la garde de son enfant après un divorce très difficile, André Berkoff. Et bien aujourd'hui, sur Sud Radio, c'est du combat d'un père pour honorer la mémoire de son fils qui a été victime d'un homicide routier dont nous allons parler aujourd'hui, André. Oui, homicide routier, oui. Combien et toujours, ça devient presque quotidien et c'est terrifiant. Combien de gens sont fauchés par des inconscients, par des gens qui ne font pas attention, par des soit drogués, soit n'importe. Enfin, je veux dire, des gens qui voilà, une vie fauchée par des inconscients, des imbéciles ou des lamentables, il faut le dire. Et c'est votre cas, Yannick Aleno. Vous êtes un chef, vous êtes multi-étoilé, on ne vous présente pas. Vous êtes un des très grands de la gastronomie française. Et vous avez perdu votre fils Antoine le 8 mai 2022. Il avait 24 ans. Et il est décédé après avoir percuté le plein fouet par un chauffard près de l'avenue Bosquet, dans le 7e arrondissement de Paris, alors qu'il était à l'arrêt sur son scooter à un feu rouge. Le chauffard roulait à vive allure sans permis à bord d'un véhicule volé, un récidiviste qui était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Voilà comment ça se passe. Des crimes, c'est un crime. Après avoir percuté, il a abandonné le véhicule évidemment avant de prendre la fuite. Et puis alors Yannick Aleno, vous avez réagi après toutes les douleurs qu'on peut avoir. Eh bien aujourd'hui, vous battez pour aider les familles touchées par un drame similaire au vôtre. Et juste un mot, juste une phrase. En 2022, 708 jeunes de moins de 25 ans sont morts d'homicide routier. Céline. Eh oui, et aujourd'hui, bien Yannick Aleno se bat aussi pour la création surtout d'un délit d'homicide routier. Et lundi, un texte de loi sera débattu à l'Assemblée nationale. Il sera dans un instant avec nous sur Sud Radio pour en parler. Et bien entendu, nous parlerons aussi du grand chef étoilé qu'il est. Il est l'un des plus grands cuisiniers au monde et il fait rayonner donc l'excellence de sa cuisine moderne aux quatre coins de la planète. Alors restez avec nous. On revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, si je te voyais au paradis, te souviendrais-tu de mon nom? Est-ce que tout serait pareil? Prendrais-tu ma main? M'aiderais-tu à tenir debout? Je dois rester fort et continuer à vivre, car je sais que ma place n'est pas au paradis, murmure Eric Clapton dans cette chanson dans laquelle il rend hommage à son fils, mort tragiquement à l'âge de 4 ans en 1991. Yannick Aleno, ce drame de la perte d'un enfant, vous l'avez malheureusement vécu il y a moins d'un an. C'était il y a moins de 2 ans, pardon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour et merci de me donner la parole. Alors à 24 ans, votre fils Antoine a été victime d'un homicide routier. Les questions que se pose dans cette question Eric Clapton, est-ce que vous-même un jour vous les êtes aussi posées? Écoutez, on se pose plein de questions, surtout pourquoi en fait? C'est la seule question qu'on se pose, je pense. Ouais. Pourquoi là, pourquoi ça? Parce que c'est une injustice fondamentale. Enfin, c'est un scandale, quoi. C'est du gâchis impressionnant. Voilà. Aucun gamin devrait partir à cet âge-là, c'est pas possible. Pour nos auditeurs, les auditeurs de Sud Radio, pouvez-vous nous rappeler dans quelles circonstances votre fils Antoine a été tué par un chauffard? Ouais, dimanche soir, c'était un 8 mai.
qui travaillait, parce qu'il tenait le restaurant de burgers dans le 7e arrondissement, qui voulait manager. Et puis il est rentré sur son scooter pour aller se reposer, quoi. Et puis non loin de là, dans le Beau Passage, il y a un monsieur qui a volé une voiture puissante, une RS6 Audi, et puis est parti comme ça suite à un échauffouré avec le voiturier. Il s'est retrouvé sur la même route que Antoine, et il a passé le carrefour à 130 km/h. Voilà. Et ils étaient deux sur le scooter, donc encore une fois, Antoine n'a pas eu de chance, je crois, et puis... Il a brûlé le feu, enfin il brûlait tout le feu. Ouais, il partait, parce que voilà, quand on fait des méfaits, on n'a pas envie de rester dans une zone. Hein. Voilà, donc bon, moi j'ai du mal à en parler parce que l'instruction est encore en cours, donc je préférais ne pas trop donner de détails. Enfin, en tout cas, on m'a téléphoné, j'étais à la maison, et puis j'ai vu mon fils allongé par terre dans un amas de métaux. Horrible. Et oui, et 4 mois après sa mort, vous avez donc créé cette association qui porte son nom, l'association Antoine Aleno, et dont la mission principale donc est d'accompagner les familles endeuillées qui ont vécu ce drame de la perte d'un enfant. Qu'est-ce qui vous a, vous, poussé à le faire? Je pense que c'est une voie divine. Je pense que la cause, c'était un de trop, on va dire. Mais vous avez tout de suite pensé... Enfin, tout de suite. Le jour de l'enterrement. Ouais. Le jour de l'enterrement. Ouais. En fait, le jour de l'enterrement, j'ai vu des choses que je ne souhaitais pas voir. En fait, je me suis rendu compte de l'incidence que ça peut avoir sur la vie des gens. Le chaos, parce que les co-victimes, celles qui restent, elles sont dans un état... c'est impressionnant. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas... nous, on subit ça, et puis... Ce qui reste, c'est aussi terrible, quoi. Enfin, c'est terrible, ouais. C'est-à-dire, vous, en tant que co-victime, effectivement, comment vous avez été traité en tant que parent de victime? Bah, on n'est pas traité, on n'est pas considéré. C'est pas la même chose. Pas considéré au sens où... voilà, moi, je me suis retrouvé dans une ambulance le soir de la mort de mon fils. On est parti à l'Hôtel Dieu. Et voilà, je ne savais même pas ce qui m'arrivait, en fait. Personne pour me parler, pas un psychologue pour nous accompagner. On était assis là tous ensemble, mon frère, enfin moi, toute la famille, dans une pièce grise glauque, un fauteuil pété, même pas un verre d'eau, même pas un docteur pour vous demander comment, enfin rien, ni même savoir où est votre enfant, enfin rien de chez rien. Et on n'est pas traité, en fait, on n'est même pas considéré. Voilà, je pense qu'il est aussi temps qu'on prenne considération. J'ai l'habitude de dire, enfin, c'est 7 fois le Bataclan par an en France, c'est des attentats individuels. C'est peut-être pour ça que la société prend pas forcément conscience des dégâts que ça fait. Enfin, c'est malheureux de parler de ça parce que c'est toujours des drames. Mais parler du Bataclan, moi j'ai suivi les procès. Tout le monde est accompagné par des psychologues, les journalistes aussi. C'est tellement difficile ce qu'on a à entendre. Moi, ce que j'ai vu, c'est tellement difficile aussi à voir. Donc, ce qu'on essaie de faire avec l'association Antoine Aleno, c'est de faire prendre conscience qu'il ne faut pas laisser ces jeunes générations sans assistance, parce que c'est des frères, des sœurs. Enfin, vous voyez bien, vous parliez tout à l'heure d'un chiffre, c'est des gamins qui sont entre 15 et 25 ans. Ils ont des frères, des sœurs. Des parents, des cousins, des proches. Ouais, des jeunes qui vont encore à l'école, des jeunes qui ont besoin de se reconstruire. Vous vous rendez compte, il n'y a même pas de mots pour qualifier un parent qui a perdu un enfant. Ça n'existe pas. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, on l'a vu à cette occasion, on parlait avec Céline, que le mot n'existe pas. Il y a les veufs, les orphelins, etc., mais il n'y a pas de mot pour... Alors, dans votre quotidien, vous devez justifier de ce qui vous est arrivé, en fait. Oui. Quand on vous demande, parce que la question courante, c'est est-ce que vous avez des enfants? On répond quoi? Oui. Donc, la prise de conscience, Antoine est parti certainement pour ça aussi. Et aujourd'hui, notre mission, notre œuvre, elle est d'être là, d'avoir une main tendue pour ces familles tout de suite, en fait, pour leur expliquer tout ce qui va leur arriver. Moi, j'estime que ces gamins, c'est les perles de la République. C'est un collier de perles qu'on laisse partir comme ça sur les trottoirs. Enfin, j'entendais le président parler de la baisse de natalité, mais on n'est pas suffisamment conscient qu'on en laisse partir 700 par an, quoi. C'est un vrai sujet, là. C'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet pour notre pays, c'est un vrai sujet pour l'avenir de notre pays. Chaque fois que je vois un gamin partir,
encore une fois, ce matin, un youtubeur, un influenceur, un jeune parti pareil en vélo, quelqu'un l'a percuté, drogué, alcoolisé, voilà. Donc vous vous rendez compte, enfin c'est terrible pour une nation. Et ce matin, même, dans un arrêt routier, vous savez, les agriculteurs, il y a eu comme ça une voiture, on va pas parler de la ferme, enfin une voiture qui a percuté de plein fouet des agriculteurs de manger, et la femme est morte, et la fille ne sent pas mieux, enfin... Et c'est vrai que c'est quelque chose de terrifiant, et comme vous dites, ce n'est même pas, et ça c'est vraiment, ce n'est même pas nommé. Enfin, les parents qui ont perdu, voilà... Non, enfin ça c'est des choses qu'on pourrait éviter, en fait, déjà si on évitait tous ces drames qui ont finalement agi. Enfin, si vous voulez, on va parler de l'homicide routier qu'on essaye de faire passer à l'Assemblée nationale. Un texte de loi devrait être voté le 29. Oui, donc lundi effectivement. Ouais. C'est pour déjà, à partir du moment où on nomme le mal, on est capable de le traiter. Mais qu'on peut éviter, Yannick Aleno, c'est terrible à dire, mais est-ce qu'on peut éviter qu'il y aura toujours, et malheureusement ça tombe très mal, des gens qui sont totalement inconscients et qui voilà, et qui font des choses, comment on peut même diminuer, je dis pas éviter complètement, mais diminuer. Éviter, on n'évitera jamais. Éduquer, je pense que c'est aussi une clé de cette loi, que de prendre des jeunes apprentis du volant, parce que j'ai vu qu'on réduisait l'âge de, ça je n'ai pas de problème avec ça, mais de l'âge de la conduite. Mais vous savez, si d'ores et déjà vous donnez l'occasion aux jeunes de dire, écoute, quand tu vas prendre ton volant, fais un peu attention parce que tu risques d'avoir des condamnations très fortes. C'est une vraie... l'homicide routier, c'est pas rien, on rentre pas dans le cadre de l'accidentologie. Auparavant, on disait, c'est pas grave, c'est involontaire, t'as pas fait exprès, t'as tué quand même. Vous voyez, c'est quand même une nette différence. Je vous donne un exemple. J'ai des clients qui se sont réunis en Normandie et qui m'ont dit, on a pensé à ça. Ils étaient en réunion amicale, plein de personnes, et il n'y en a aucun qui a pris sa voiture pour rentrer chez lui parce qu'ils avaient passé une bonne soirée. Mais ils ont pensé dans la journée, enfin dans le soir, on se dit, on va pas reprendre la route, on n'est pas des gens qui veulent tuer sciemment des gens, donc on va attendre demain matin, on va prendre des taxis. Je pense que foncièrement, on diminuera les choses, j'espère en tout cas, c'est une vraie... je pense que en qualifiant... Cette qualification, elle donnera aussi certainement aux juges l'occasion d'être plus précis dans leur... Sanctionner autrement. Dans leur pratique. Ouais. Cette loi, effectivement, qui vise donc à créer l'homicide routier qui sera débattue lundi, qu'est-ce qu'elle vise à instaurer précisément? En France, il existait, si tant est que ça passe lundi, deux choses. L'homicide volontaire, j'ai voulu tuer. L'homicide involontaire, j'ai pas voulu tuer. Alors, dans ce cas précis, quand vous buvez de l'alcool et que personne ne vous force à boire de l'alcool. Ou droguer ou autre, oui, enfin. D'accord. Oui. Personne ne vous force. Personne ne vous force à vous droguer. Ça, c'est un acte volontaire. Donc, vous êtes alcoolisé. Vous êtes drogué. Personne ne vous force à prendre le volant de votre véhicule. Absolument. Donc, on peut plus parler d'acte involontaire, puisqu'on est conscient de mettre la vie d'autrui en danger. Et derrière, si vous tuez quelqu'un, on peut pas vous dire que c'est involontaire, on peut pas vous dire que c'était un accident, ce n'est pas vrai. Vous êtes responsable, quelque part. Oui, bien sûr. C'est la responsabilité qui est engagée. Vous, justement, quand le juge vous a parlé effectivement d'acte d'homicide involontaire pour le chauffard qui a tué Oti, vous avez réagi comment? Ça a dû être terrible, non? C'est terrible, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est de vous dire, mais c'est pas possible que c'est pas un accident. Arrêtez de dire ça, c'est pas un accident. Enfin, en soi-même, on se le dit, hein. C'est pas un accident. Voilà, et c'est pour ça qu'on travaille je suis pas le seul, hein. Toutes les familles qui ont eu malheureusement à vivre ça, on en parle de nombre considérable, veulent la même chose. Déjà de s'entendre dire que votre enfant, la chose la plus chère au monde pour vous, parte de la sorte, alors que ça aurait pu être évité parce que la personne aurait fait attention. Oui, ou tout simplement, encore une fois. Celui qui veut faire ça, il reste chez lui tranquille, il fait ce qu'il a à faire, je veux dire, mais non, on peut pas se dire que l'outil qui est un véhicule peut conduire à la mort, quoi. Et oui. En revanche, cette loi qui sera débattue donc lundi, les peines ne sont absolument pas plus lourdes. Ce seront les mêmes qu'actuellement. Déjà, appliquons ce qui est marqué dans le code
dans le code pénal, ce qui est, à mon avis, la meilleure chose à suivre. Qui n'est pas appliqué en plus, c'est ça. Vous savez que 40% des gens qui ont fait ces infractions-là ne sont pas allés en prison. Hein. 40%. 40%. Ah oui. Le chauffeur qui a tué votre fils, il a fait, je crois, 8 mois de prison à ce jour, c'est ça? Non, il a fait 8 mois, il a fait 6 mois Ouais. de ce qu'il devait faire auparavant et 2 mois de préventif pour ce qu'il a fait à Antoine. Ah oui, parce qu'il il avait déjà des... Quand il a tué Antoine, il devait être en prison, oui. Ouais, encore une chose de plus, un fait de plus. Donc, par exemple, pour le Noël, il était en liberté, il a fêté les fêtes, j'imagine, en famille. Ça a dû être terrible pour vous de vivre ça. Écoutez, je veux même pas l'imaginer, j'ai même pas envie d'y penser. Non, ce monsieur ne mérite même pas ma considération. Maintenant, c'est une affaire... Hein. Je pense que c'est une affaire de justice. C'est une affaire judiciaire, une affaire de justice, c'est une affaire... Et d'ailleurs, je pense que chaque gamin qui part comme ça devrait devenir une affaire. Et non pas... remplir 3 lignes dans la PQR. Vous voyez, c'est des faits divers qui doivent devenir chaque fait divers de la sorte doit venir une affaire, je crois. Non, vous avez raison. Enfin, le vrai problème, c'est exactement ça, c'est la prise de conscience et la campagne de responsabilisation. Donc, si je prends le volant et puis je suis dans un état la pas masse, possible. rendez-vous compte de la masse, en fait. C'est un avion qui tombe. Quand un avion tombe, on ouvre la chaîne des responsabilités. C'est pour pas que ça recommence. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'un enfant perd la vie sur un trottoir, nous devons ouvrir la chaîne des responsabilités et de voir comment on doit agir pour ne plus que ça arrive. C'est vrai. Un enfant, mais même pour un adulte aussi. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je parle de mon fils, mais... En tout cas, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et l'ex-première ministre, donc Elisabeth Borne, avaient soutenu ce projet dès le 17 juillet dernier. Qu'attendez-vous d'eux aujourd'hui? Qu'auriez-vous envie de leur dire à la veille de ce débat, justement, à l'Assemblée? Écoutez, je pense qu'ils ont été conscients de ça. Et je voulais les remercier aujourd'hui parce que c'est vrai que ça nous a conduit à beaucoup d'échanges. Je remercie aussi le professeur en droit Didier Rebu, monsieur Cornille-Gentil, avec qui on a travaillé pour faire montrer qu'il n'y avait pas de frein constitutionnel à passer cette loi. Il n'y a aucun frein constitutionnel. Donc ce qui a permis finalement, grâce à ces sachants, de se dire que c'était jouable et faisable que de qualifier cet homicide routier comme une infraction autonome, c'est-à-dire qu'on jugera de façon autonome cet acte. Et c'est hyper important en fait. Je crois vraiment que ça aidera effectivement les juges à avoir plus d'outils dans leur caisse, si j'ose dire, à outils pour affiner finalement leur décision et l'incidence sur la décision. Et oui. En tout cas, actuellement, l'association Antoine Aleno accompagne 38 familles endeuillées. Et pour que ces familles et que toutes les autres puissent entrer en contact avec cette association, eh bien, vous avez lancé une campagne de communication récemment. Écoutons-la. Quand on perd un enfant victime d'un acte de violence, on perd tout. Pour reprendre son souffle, pour commencer à se reconstruire sans jamais oublier, l'association Antoine Aleno est à vos côtés. Appelez-nous au 01 89 43 19 97 ou connectez-vous à notre site associationantoinealeno.fr. Et oui, Sandrine Kiberlin qui a prêté donc sa voix à ce spot. Depuis le lancement de l'association, j'imagine que vous avez reçu de nombreux témoignages de victimes, Yannick Aleno. Nous en avons reçu d'ailleurs sur le site Instagram, vous pouvez vous aller voir aussi, on a eu pas mal de familles. Vous savez, donner la parole, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que généralement, comme ça fait 3 lignes dans la presse régionale, on a le sentiment de dévalorisation de l'acte. Finalement, est-ce que ça compte autant que ça, son enfant? Est-ce que ça mérite que ça? Donc le fait de leur donner la parole aussi permet de pouvoir s'exprimer de leur douleur, de leurs difficultés, et à nous de pouvoir y répondre de façon globale et que la société puisse y répondre. Donc, je vais vous donner un exemple. Une enfant est partie 15 jours après Antoine en plein Paris, suite à un refus d'obtempérer, même condition, alcool, drogue. Hein. Et puis, la famille a mis 3 semaines à récupérer le corps de leur enfant à l'Institut médico-légal. 3 semaines. 3 semaines. Non, mais vous vous rendez compte? Ce qui veut dire que pendant ce temps-là, vous savez pas quand vous allez faire la cérémonie, comment dire au revoir à votre enfant.
Donc tout ça, pour moi, ça me, voilà. Et j'ai envie d'agir pour ça. Et oui, ces familles, donc effectivement, vous les aidez, vous leur apportez donc un soutien moral, financier, juridique et administratif aussi, parce que les charges sont lourdes, les formalités sont lourdes à gérer quand on est face à ce genre d'épreuve. En tout cas, 84% des Français sont favorables à la création du délit d'homicide routier. 66% des 18-24 ans considèrent effectivement que la création d'un homicide routier permettrait de les responsabiliser, au volant, afin d'éviter de conduire donc sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Yannick Aleno, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons continuer donc de parler de votre combat contre les meurtriers de la route. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Quand on perd ses parents, on s'appelle orphelin. Quand on perd son épouse, alors on s'appelle veuf. Quand on perd sa jeunesse, bien entendu, c'est vieux que l'on devient. Mais quand on perd son gamin, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de nom pour décrire le père. Celui qui porte son garçon au cimetière. Jamais un seul poète, un seul pasteur, jamais un seul auteur n'a eu assez de lettres pour tant de douleurs. Et oui, Linda Lemay qui met le doigt sur une lacune importante de la langue française. Il n'y a pas de mots qui désignent les parents ayant perdu un enfant. Nous en avons parlé il y a un instant sur Sud Radio. Yannick Aleno, vous, c'est un combat que vous menez à travers l'association, effectivement, Antoine Aleno. Et Éric Orsena, l'écrivain académicien, vous accompagne dans ce combat. Racontez-nous. Ouais, on a créé le Collège des Sages avec des sachants, des assureurs, des avocats, des grands professeurs en droit, et Eric, on lui a demandé de travailler effectivement avec l'Académie française pour nous trouver un nom qui permettrait justement de qualifier. Et il a trouvé? Pas encore. Pas encore. Et oui, c'est comment pas facile, qualifier c'est pas ce facile. qui reste, effectivement? Non, mais il faut encore. trouver un nom. Il faut trouver un nom, Oui. c'est vrai. Alors c'est vrai que il faut trouver un nom qui sied à tout le monde. Nous, quand on a été voir Antoine, à l'Institut médico-légal, il y avait une dame incroyable, je voulais la remercier d'ailleurs, qui a dit: vous êtes devenus des paranges. Des parents avec un ange. Parange. Ah, c'est joli. C'est joli. Parange. Et donc ça nous a déjà donné aussi un truc. Ouais. Ouais. C'est joli. C'est joli. Mais bon, ça peut pas s'appliquer à toutes les religions, donc il va falloir trouver autre chose. Ouais, c'est vrai. Oh, et les religions peuvent sympathiser quand même. En tout cas, autres actions que vous êtes en train de déployer à travers l'association Antoine Aleno, Yannick, c'est l'Observatoire des homicides routiers et l'Observatoire de la prise en charge des victimes. Quels en sont les objectifs? Racontez-nous. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère de data, c'est important. On parlait de l'empreinte carbone, on parlait de l'empreinte... moi, j'ai envie de parler d'empreinte sur la vie, sur notre société, et ça a des empreintes très profondes, que de perdre des enfants, de laisser partir nos enfants comme ça. Ça a une empreinte, évidemment... Bien sûr. sur Encore notre plus côté. profonde que le reste. Je crois, oui. C'est-à-dire que ça finit un avenir, ça finit... ça doit pouvoir se mesurer. Donc on a envie de savoir tout ça, on a envie de savoir combien de temps les prises en charge ont été réalisées, parce que pas de... Je sais pas, combien de temps faut-il pour récupérer son enfant après un décès d'un homicide routier? Est-ce que c'est 3 semaines? Est-ce que c'est comme nous, 4 jours? Vous voyez, tout ça doit pouvoir se mesurer. C'est l'expérience malheureuse des uns et des autres vont nous permettre de nourrir quelque chose et de faire des propositions. L'association, quand aura les moyens, pourquoi pas acheter ou faire payer un scan, ou vous savez, retraiter les scans et de les mettre à la sortie des instituts médico-légaux, parce que quand on sait que mon gamin, il était sur son scooter, il sortait du machin, du travail, bon, mais il n'y a rien à savoir de plus, quoi. Oui. Savoir si c'est pas la peine d'ouvrir son ventre. On a eu un papa qui nous a appelé suite aux attentats de Nice. Ils ont pour les bienfaits de l'autopsie, le procureur de l'époque a reconnu un excès, prélevé tous les viscères de la gamine qui avait 12 ans, quoi. Jusqu'aux cordes vocales, savoir si elle est criée. Enfin, je veux dire, il faut arrêter le massacre, il faut arrêter de traiter... oui, je comprends les besoins de l'enquête, oui, je comprends tout ça, mais à un moment, il y a aussi juste un peu de dignité,
revoyons un peu que ceux qui restent, ils morflent aussi. Vous voyez, ça s'arrête pas à l'avenir d'une gamine ou d'un gamin, c'est les parents, les frères et les sœurs qui subissent ça, hein, et je pense que c'est insupportable. Il faut pas faire subir ça aux gens. Yannick Aleno, une question que je posais, est-ce qu'on peut faire le deuil? Est-ce que c'est un deuil? Maintenant, évidemment, il faut vivre et tout le monde doit vivre. Et c'est en vivant que votre enfant, il sera toujours avec vous, dans le souvenir de tous ceux qui l'ont connu et aimé. Mais est-ce qu'on peut finir le deuil? Est-ce qu'il y a le travail de deuil peut être fini ou à votre avis, jamais? Je pense que le deuil, il peut se réaliser grâce à un accompagnement bien spécifique. Encore une fois, je suis un privilégié, mon travail ça marche très bien, j'ai les moyens de me payer une psychologue qui m'aide aussi à affronter. C'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que ça doit être le cas de tout le monde, parce qu'enfin, encore une fois, quand quelqu'un fait un méfait, ils ont droit à tout. Ils ont le droit au docteur, au psychologue, de 3 années psychologiques, etc., etc. Mais quand est-ce qu'on demande aux parents s'ils ont les moyens de soigner, en fait? Comment est-ce qu'ils ont les moyens de faire leur deuil, tout simplement? Il y en a plein qui n'ont pas les moyens, qui doivent se démerder avec des antidépresseurs. Vous voyez? Donc ça marche pas. Ça marche pas pour se reconstruire, en tout cas. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et encore une fois, l'association est structurée pour mener bien ce travail. Nous avons un sociologue, on parlait tout à l'heure du numéro que vous pouvez composer. Nous avons à l'association d'assistance sociale formée. On ne traite pas ces sujets-là à la légère. Il faut que les gens soient formés. Donc oui, je crois qu'on peut faire son deuil, bien sûr, évidemment. Est-ce qu'on n'oubliera jamais? Non, c'est sûr. Mais oui, il faut faire son deuil de toute façon, parce qu'il y a d'autres enfants. Il faut rester debout pour les autres. Quand on en a, il faut rester debout pour voilà. Bien sûr. Et de laisser sombrer les gens dans voilà, sans mettre dans la dépression ou dans la... Ouais, ça marche pas. Oui. En tout cas, je rappelle le numéro de l'association pour ceux qui l'intéressent, pour nos auditeurs, 01 89 43 19 97. Voilà. Et oui, n'hésitez pas à se composer effectivement ce numéro pour contacter l'association Antoine Aleno. Yannick Aleno, au sein de l'association, vous êtes aussi en train de développer des innovations qui sont très prometteuses. Quelles sont-elles et avec qui collaborez-vous justement pour les mettre en œuvre, ces innovations? Alors, les innovations, elles peuvent être multiples. Je suis assez surpris de voir quand on parle d'automobile aujourd'hui, on parle d'économie d'énergie, etc., mais on ne parle pas d'économie humaine. Alors c'est vrai que la personne qui conduit la voiture est protégée maintenant, vraiment. Hein. Mais maintenant, je crois qu'il faut prendre en considération qu'autour de la voiture, il y a des gens qui vivent. D'accord. Il y a des piétons, il y a de tout qui passent. Je vais vous en parler une, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on est capable de brider une trottinette. Vous voyez ? Alors, je ne crois pas pourquoi on ne pourrait pas brider des voitures quand elles arrivent, par exemple, dans des abords extrêmement dangereux, comme une école, comme tout ça. Je veux dire, c'est des avancées. Regardez, le drame qu'on a vécu, ce pauvre gamin là qui a pris une balle par un policier, je pense que ni l'un ni l'autre ne sont contents. Personne ne peut être heureux de la situation. Ni le policier, ni la personne qui a pris cette balle. Pourquoi on ne parlerait pas de taser automobile? Pourquoi on est capable aujourd'hui d'arrêter un drone qu'on achète 500 euros, et on est capable de l'arrêter avec un objet électronique? Donc, est-ce que les voitures demain, aujourd'hui, ne devraient pas être équipées comme ça pour que les forces de l'ordre puissent les arrêter? Je rappelle, c'est 27 000 refus d'obtempérer par an en France. Toutes les 20 minutes. 27 000 refus d'obtempérer, oui, il faut le rappeler. Donc, donnons les moyens aux forces de l'ordre de ne pas sortir leurs armes, mais de sortir un outil électronique qui arrête une bagnole. Et donnons le moyen à ceux aux voitures qui vont être conduites par des chauffards de se brider elles-mêmes. Mais je pense qu'il y a plein de choses. L'intelligence artificielle va pouvoir nous aider là-dessus. Je crois que on parle à la Fondation Renault sur des sujets. Enfin, je veux dire, je crois que tout le monde est impliqué là-dedans, c'est sûr. Hein, ça concerne tout le monde.
Donc moi, je vois la chose, si j'ose dire, positivement, et de dire qu'on réunissons-nous des cerveaux et des volontés pour faire changer effectivement les choses. Et oui. Et parmi les innovations effectivement sur lesquelles effectivement votre association travaille actuellement, il y a un bracelet anti-homicide routier à proposer justement comme une peine de substitution aux chauffards multirécidivistes. C'est quoi, comme un bracelet électronique? Effectivement, sur le modèle, ouais, sur le modèle effectivement du bracelet anti-rapprochement. Je pense pas que ce soit pour l'homicide routier que ce bracelet serait nécessaire, mais en tout cas, vous savez, les petits points qui s'égrènent de droite à gauche comme ça parce qu'on dépasse un petit peu les limitations. Je crois qu'il faut vraiment faire le tri dans tout ça. Ce bracelet pourrait permettre quoi? Pourrait permettre de dire à la personne, bah, écoute, voilà, tu viens de te faire attraper. Bon, attention. Ouais, et puis il faut savoir que quand on enlève le permis à quelqu'un, il y a plus d'assurance. Hein. Oui, bien sûr. Donc c'est 800 000 conducteurs en France sans assurance aujourd'hui. 800 000. C'est pas que des gens qui payent pas, il y a des gens qui se sont fait enlever leur permis. Donc non, je crois qu'il est temps de mettre ce sujet en haut de la pile et d'y réfléchir profondément. Oui. En tout cas, Yannick Aleno, on le sait, vous êtes l'un des grands de la gastronomie française. Aujourd'hui, le groupe Yannick Aleno, donc, que vous avez fondé en 2008, c'est 17 restaurants aux 15 étoiles, dont 3 au sein du pavillon Le Doyen à Paris. C'est aussi un restaurant de burgers et une chocolaterie. Comment avez-vous réinventé la cuisine française? Comment définir votre art? Nous allons en parler dans un instant sur Sud Radio. Alors à tout de suite, restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Deep Purple, Yannick Aleno, il paraît que c'est l'artiste qui vous donne la pêche pour tenir le rythme en cuisine. Est-ce vrai? Dites-moi. Ça fait du bien, non? Ah, ça fait beaucoup de bien, ça. Ouais, on allait danser, là, bientôt. Là. Est-ce qu'il vous arrive C'est de vrai. cuisiner en musique, Yannick Aleno? Ça m'arrive, ouais, ça m'arrive bien sûr. C'est un moyen de s'échapper. Les artistes nous font effectivement passer des messages, comme tout à l'heure. Cette fameuse artiste, ou en tout cas vous font penser à autre chose parfois. Eh oui. sûr. Alors vous êtes l'un des chefs les plus étoilés au monde, mais vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes cuisinier et non chef. Pourquoi? Oh non, parce que Non. je cuisine tout simplement, et un chef, c'est fait comme disait Chirac pour cheffer. Moi, je suis là pour cuisiner. Voilà, donc laissons les chefs cheffer et laissons les cuisiniers cuisiner. Alors vous dirigez 18 restaurants à travers le monde. Quelles sont les recettes de votre succès? Il est phénoménal, Yannick Aleno. Paris, Séoul, Incroyable. Courchevel, Marrakech, Dubaï, Shanghai, Hong Kong. Voilà, la mondialisation heureuse, celle-là. Ben, la France s'exporte bien. C'est vrai qu'on a un pays merveilleux. On connaît la difficulté de nos agriculteurs aujourd'hui. Je pense que on a une agriculture fantastique, on a une viticulture fantastique, on a des porcelainiers fantastiques, on a un pays fantastique pour ça. Et d'être né en France et d'avoir eu l'occasion c'est un métier génial pour ça, parce que des gamins, moi j'ai commencé, j'avais l'âge de 15 ans, j'étais pas forcément, mes parents se demandaient ce que j'allais devenir, et puis à force de travail et de rencontres, j'ai pu aussi devenir un bon cuisinier, on va dire. Donc la force du succès, c'est aussi notre culture, je crois. Et puis la créativité. Je crois que aussi la créativité doit s'appliquer en cuisine. J'ai travaillé sur des principes fondamentaux, notamment la sauce, qui est là. Ça faisait beaucoup rire Antoine. Et oui, on dit que vous La créez des sauce. sauces comme vous créez des parfums en quelque sorte. Est-ce que non pour vous, la sauce, c'est quoi? C'est beaucoup plus que l'œillet sur la boutonnière. La sauce, c'est ce qui fait le plat. C'est le verbe de la cuisine française. Voilà. C'est le verbe. C'est ce qui permet de parler au passé, au présent ou au futur. C'est le seul élément que l'on peut travailler pour que les produits se parlent. Comme vous écrivez vos textes, vous avez besoin du verbe pour faire marcher les mots ensemble. Et moi, j'ai besoin des sauces pour faire marcher. Essayez un jour à la maison. Faites-vous cuire un bout de melon avec un bœuf, ça marchera jamais. En revanche, si vous avez une intelligence saucière, vous arriverez à composer peut-être avec un soupçon de sauterne, un morceau de beurre aromatisé à l'abricot, une conversation entre ces deux produits qui n'ont rien à faire ensemble. En fait, c'est une alchimie infinie. Vous pouvez faire des mélanges... Infini. Et ce que j'ai fait avec les sauces pour justement avoir un tel succès,
c'est de composer cela de façon moderne, à savoir, j'ai essayé de comprendre comment on pouvait gagner en précision. La gastronomie, c'est de la précision du goût, c'est de la précision des émotions. Et donc, on a travaillé tout un principe. On a réformé finalement ce qu'avait fait Escoffier, qui était à lui-même un réformateur. Hein, chaque époque a son réformateur. Et j'ai commencé à vouloir entamer un travail de réforme de mon métier par les sauces, par les chocolats qu'on fait aujourd'hui sans sucre. C'est les fruits confits, on conserve les fruits confits sans sucre. Le dernier qui avait écrit un truc sur les confitures, il s'appelle Nostradamus, c'était en 1555. Donc il était temps qu'on travaille dessus pour répondre à l'époque, en fait. Et la cuisine doit répondre à l'époque. Pour enlever le sucre, enfin pour entre ôter autres, le sucre, etc. Mais quand vous parlez de chocolat sans sucre, mais le goût sucré, à partir C'est de bon, quels ingrédients vous arrivez à donner ce goût? J'aurais dû vous emporter, cette je suis vraiment gourmandise confus. C'est fait à partir de l'eau de bouleau, l'arbre qui filtre comme ça par jour des quantités d'eau extraordinaires, et à travers ces fibres, on récupère un pouvoir assaisonnant extraordinaire. Et donc nous, on le fait réduire par le froid jusqu'à la cristallisation. Et ça donne comme un sucre, hein. Mais sauf que c'est pas fait avec du sucre raffiné, du saccharose. Et c'est absolument fabuleux puisque le goût est différent. Est comparable mais différent. On viendra goûter. C'est Aleno et Rivoire, on a 3 boutiques dans le 7e, rue du Champ de Mars, rue du Vieux Colombier et au Lafayette Gourmet. Mais non, c'était intéressant. Moi, faire du chocolat, ça m'intéressait pas. J'ai eu mon CAP de chocolatier, glacier, confiseur. Et puis, depuis la nuit des temps, on me dit, il faut pas mettre d'eau dans les chocolats. Enfin, depuis en apprentissage. Et moi, je mets de l'eau de boulot. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qui, l'héritage peut aussi vous empêcher d'avancer. Donc, moi, je suis assez favorable parfois de laisser le sac à dos du savoir de ce que nous avons appris pour aller chercher d'autres petits cailloux qui font la différence. Est-ce que et le grand homme, enfin, vous avez parlé d'Escoffier, ça reste quand même un des grands hommes de... Ah oui, il vous a inspiré, Escoffier, j'imagine. C'est un livre que vous trouvez dans toutes les cuisines du monde. Et Et quand vous commencez ce bouquin, les 71 premières pages sont dédiées à la sauce. Donc il faut les connaître par cœur pour connaître la cuisine française. Il y a 5000 recettes. Vous savez, ce qui me frappe dans Escoffier aussi, c'est que on parle de gâchis, on parle d'écologie, etc. Quand je regarde, j'ai fait l'analyse, il y a sur les produits, on utilise aujourd'hui plus de 30% des produits qu'ils utilisaient à l'époque. Ah ouais. Tendon de bœuf, amourette de bœuf. Les champignons. Aujourd'hui, quand vous regardez les cartes des restaurants, il y a très peu, à part certains spécialistes comme Régis Marcon, qui se sont fait une spécialité. On utilise toujours les mêmes trucs, hein, la morille, la girole, la cèpe. Ouais. Et puis, alors qu'il y a une diversité dans nos forêts exceptionnelle. Donc, je pense que c'est aussi là-dedans qu'il faut trouver l'avenir écologique. Il n'y a pas que des solutions telles qu'on nous les montre aujourd'hui, il y en a d'autres, à savoir retrouvons un peu ce savoir-faire de nos produits. Ouais. Et comme vous dites, c'est en fait les génies d'aujourd'hui, ils se sont mis sur les épaules des grands hommes d'hier quand même. Ça finira pareil c'est humain. Absolument. Depuis la nuit des temps, on apprend des autres. Hein. Absolument. Votre fils Antoine était un prodige de la cuisine. Oui, il aimait ça, ouais. Et vous êtes venu comment à la cuisine? Juste un mot. Bon, je pense que les faits de la cuisine sont penchés sur mon berceau. Et je pense que la cuisine chez nous est une éducation. Ma grand-mère avait eu 13 enfants. Cuisinait à merveille. Vos parents étaient bistrotiers, c'est ça? Oui, alors le bistrot de banlieue, on vendait du tabac, des journaux, des plats du jour, des sandwichs et voilà. Mais c'est un lieu de vie avant tout, un bistrot. C'est ça qui me fascine. D'ailleurs, quand j'ai fait le pavillon, le comptoir, c'est ce que je voulais retrouver de vie, c'est-à-dire que les gens puissent se parler. Il n'y avait pas de frein entre ni même les tissus sociaux. Et peut-être que l'avenir des hamburgers, des restaurants de burgers sera fait sur un comptoir, pourquoi pas. Que les jeunes puissent se parler, parce qu'aujourd'hui on se met sur les tables, on regarde même pas le voisin. Ils regardent son portable. Vous voyez, et là c'est transgénérationnel, enfin tout le monde y va. Je veux dire, aujourd'hui il faut pas, je dénigre pas cette restauration, bien au contraire. C'est des restaurants où les gens se retrouvent et je trouve ça beau. Et moi j'observe ça, j'y suis allé avec mes enfants et tout. D'ailleurs on a fait avec Antoine, on voulait faire un burger, mais Antoine voulait faire un burger nouveau, ce qu'il aime, la street food, porter cette évolution générationnelle.
J'étais incapable de le faire. J'ai été élu meilleur burger en 2018 par le New York Times. Pas mal. Quand j'étais au Meurice. Et Antoine m'a dit, tu sais, ton burger aujourd'hui, tu le ferais, il serait ringard. Je lui ai dit, tu vas faire le tien. Et il a fait le sien, et c'est vrai, j'étais complètement ringardisé. Ouais. Ah oui. Enfin, Oui, mais les New York burgers qui sont proposés dans votre restaurant, le restaurant donc Père et Fils que vous aviez effectivement lancé en 2021 avec Antoine, dans ce restaurant effectivement, donc vous proposez des burgers et ils ont été primés donc meilleur burger de la capitale quand même en 2022 et 2023 exactement. Oui. Et cette année donc vous vous êtes associé avec Paul Perret qui est le chef donc étoilé du Crillon à Paris pour faire un burger en édition limitée du 8 février au 10 mars. C'est donc un burger gastronomique. Quelle est sa spécificité? Dites-nous, faites-nous savourer un peu. Il nous a amené les saveurs d'Asie, les saveurs de Chine avec un feuilleté de viande. Il n'a pas haché la viande, il a fait un feuilleté un peu comme un pastrami entre guillemets, sauf qu'il n'est pas salé, etc. Donc cette texture est intéressante. Mais en fait, c'est des hommages des chefs à Antoine. Ils viennent cuisiner. Mallory est venu, Pierre Sang est venu. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ah ouais, c'est super. Et non, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'au fond, vous allez vers la modernité, mais vous n'oubliez pas aussi la tradition. Ça serait dommage quand même. Un grand pot-au-feu, c'est quand même formidable. D'ailleurs, là, je suis en train d'en travailler un, mais il y a eu le grand pot-au-feu d'Odin Bouffant. Il y a eu un film qui est sorti de ça, qui est un pot-au-feu en 7 services. Wow. Et là, je fais le mien parce que je trouve que c'est très intéressant de travailler sur des morceaux à bouillir comme ça. Les Italiens ont le boulito, c'est-à-dire que c'est un plat du dimanche où tout ce qui peut se bouillir se mange comme ça sur un buffet et vous venez manger en famille. Donc ça, c'est pour le coup un plat complètement transculturel. On mange ça partout, de l'Afrique à l'Italie, en passant par la Chine, tous les continents ont ce genre de réflexe, c'est des réflexes humains. Et donc cette tradition, elle est formidable. Donc là, aux 3 étoiles, on est en train de travailler sur un pot-au-feu depuis plus de 2 mois, et on arrive au bout du... Quand vous dites 2 mois, c'est-à-dire, expliquez-nous. Qu'est-ce que ça implique? D'essayer. Je sais pas, le bouillon se transforme en flan léger, qu'on appelle une royale, surmonté d'une crème au réfort, et quelques éclats de cerises préservées, parce que quand on mange un pot-au-feu, je vous invite à manger des cerises au vinaigre, ça change tout. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on a... Ce qui est intéressant, Yannick Alléno, dans ce que vous dites, mais ça c'est vrai pour tous les grands chefs, mais c'est pour ça que la cuisine est un art, quand tu dis, ah oui, on veut différencier, mais la cuisine est un art comme la peinture est un art, comme la littérature est un art. En quoi? Les produits, c'est comme les mots. On n'a pas 500 000 mots. Il y a les mots. Sauf que la manière dont vous les employez, vous les mettez ensemble, vous les archivez, vous en faites une alchimie. C'est vrai pour la peinture. La peinture, il y a quoi? Les couleurs, les lignes et les formes. C'est vrai pour la littérature, c'est vrai pour la musique. La musique, 27 notes, je sais pas, quelques notes. Et on l'en fait, et ça n'arrêtera jamais. La différence près, c'est que nous, on parle à la nature, la mère nature qui vous donne une diversité infinie, en fait. Infinie. Donc c'est pour ça qu'il faut la préserver, cette nature. Ah oui. Aujourd'hui, est-ce que la conquête de la 16e étoile est un essentiel pour vous, Yannick Alléno? Non, vous savez, l'étoile, c'est pas un but pour moi. Le but, c'est que le client sorte avec le sourire et qu'on lui fait passer un moment. C'est finalement le restaurant, le dernier lieu de liberté, j'ose dire, où on peut parler de politique, on peut tout dire, tout faire, rigoler, parler trop fort. Et finalement, non, l'étoile est la conséquence de ce plaisir, je crois. Oui. Donc, voilà. Oui. Merci Yannick Alléno d'être venu sur Sud Radio pour parler effectivement de votre combat contre ces meurtriers de la route, chers auditeurs. Je vous recommande de lire un livre très très beau que Yannick Alléno vient de publier chez Glénat, c'est Prunier, par Alléno, la maison Prunier, cette institution parisienne mythique qui est la référence mondiale du caviar français d'exception depuis 1921. Vous signez la carte de ce célèbre restaurant à Paris. Chers auditeurs, tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.